Salut, je vous préviens, Tempête est en forme. Qui est Tempête? Mon chat, mais ça c'est pas grave. On verra peut-être plus tard. Ce peut-être plus tard, le fait que je vous l'ai dit, c'est déjà anticipé. On va déjà commencer par la définition de l'anticipation. Alors, d'après Monsieur Larousse, c'est agir comme si on pouvait disposer de quelque chose qui n'existe pas encore. Prévoir, supposer de ce qui va arriver et adapter sa conduite à cette supposition. Ce petit texte est extrait de L'Épée de vérité, un livre que j'adore, mais peu importe. C'est surtout que quand j'ai vu ceci décrit, je me suis dit, mais oui, c'est peut-être une des solutions la plus facile de comprendre l'anticipation. Ne focalise jamais ta vision sur un seul point. Pour survivre, il fallait regarder partout à la fois et ne jamais se laisser fasciner par un détail. Et surtout, ne pas laisser un adversaire décider de ce que l'on devait voir. Sinon, on entrait dans son jeu, le laissant approcher jusqu'à l'instant où il était trop tard pour parer son attaque. Donc moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était le fait qu'il fallait jamais focaliser la vision sur un seul point. Effectivement, vous ne regardez pas une seule chose à la fois, mais plusieurs. Vous devez absolument avoir les yeux mobiles et les yeux qui regardent plus ou moins partout. Les yeux devaient être sans cesse en mouvement et ne jamais rien fixer, même lorsqu'on portait un coup. Et c'était l'instinct, pas la vue, qui permettait d'anticiper les intentions de l'ennemi. Pour danser avec les morts, il fallait prévoir la trajectoire des épées adverses, sans attendre de la capter visuellement. Dans cet état de concentration, on s'identifie à ses opposants, les gardant tous dans son champ de vision. Les yeux doivent toujours être en mouvement, c'est hyper important. On passe notre temps à vous le dire. Maximum, vous consacrez 2 à 3 secondes, mais vraiment grand maximum, pour chaque détail que vous voyez, quitte à revenir dessus, c'est pas un problème. Ensuite, là, il parle d'instinct. Je ne suis pas vraiment d'accord pour l'instinct puisque nous parlons de la conduite, mais plutôt de connaissance. Nous avons besoin de connaître l'ennemi, donc les autres usagers, pour savoir quoi faire. Alors, pourquoi est-ce que je vous lis cette définition? Parce que le mot anticiper est malheureusement très très mal compris, très mal connu. Il est utilisé à toutes les sauces. D'ailleurs, la sauce la plus fréquente, c'est «Oh, mais tu vas anticiper un peu, bon sang!» ou «Mais t'anticipes pas assez!» Mais finalement, ça veut dire quoi? Anticiper, j'ai tendance à dire que c'est être paranoïaque. Alors oui, on peut anticiper dans le bon sens, et c'est généralement ce qu'on fait. On s'imagine toujours la meilleure option. Le gars devant moi va freiner à temps, va me prévenir à temps, va freiner en douceur. Limite, il va me faire coucou, je suis là, je freine. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on marche en règle générale. En conduite, si vous voulez savoir anticiper, il va falloir pousser plus loin que ça la réflexion. Plus vous serez parano, plus vous imaginerez les catastrophes, plus vous pourrez les prévoir et agir en conséquence. Donc, un exemple. Je vais pour tourner à droite, je n'ai aucune visibilité. Qu'est-ce qui peut se passer après ma droite? Eh bien, il peut y avoir un bouchon, une voiture mal stationnée, et donc il va peut-être falloir que je dépasse. Il va peut-être y avoir un piéton en train de traverser, peut-être un chien au bord du caniveau en train de faire ses besoins. Si j'arrive à mettre toutes ces choses-là dans la tête, qu'est-ce qui va se passer? Je vais freiner beaucoup, mettre ma première et tourner en toute sécurité. Parce que je vais être déjà dans l'idée que peut-être je vais devoir m'arrêter. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que quand vous tournez à droite ou à gauche et qu'il n'y a pas de visibilité, votre mono vous demande de mettre une première. La raison, elle est là, elle n'est pas ailleurs. On sait qu'il va se passer ou qu'il peut se passer quelque chose juste après avoir tourné. Du coup, par habitude, on vous le demande de mettre la première. Anticiper, c'est pas plus bête que ça. Alors maintenant, à vous de faire un milliard d'hypothèses, tout en restant positif, en sachant quelles actions vous allez mettre en place pour ne pas rouler non plus à trop faible allure. Du coup, je suis dans une rue piétonne. Qu'est-ce qui peut se passer? Mamie marche tranquillement le long du trottoir, le trottoir n'est pas large, un couple de jeunes amoureux passe devant. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vouloir se contourner, comme souvent dans les grandes surfaces. Droite, gauche, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce que va choisir généralement les personnes? Mettre un pied en dehors du trottoir et dépasser la personne âgée, par exemple, pour ne pas se quitter de la main, ne serait-ce que ça. Si vous arrivez à penser à ce genre de choses, vous ne serez plus surpris par ce genre de dépassement de piétons. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Un enfant qui est tenu par la main peut s'échapper. C'est une des choses qui m'avait fait le plus réfléchir à l'époque. Il y a une petite fille près de chez moi qui s'est fait écraser. Elle était tenue par la main par sa grand-mère. Il y avait un cirque. La petite fille a voulu faire demi-tour au milieu du passage piéton. En aucun cas, la conductrice n'était responsable dans le sens fautive. Elle n'a pas commis de faute. Elle n'a pas voulu la tuer. Peu importe, c'est quand même ce qui s'est passé.
parce qu'à aucun moment, elle n'a imaginé que cet enfant puisse faire demi-tour, d'autant plus qu'elle était tenue par la main. Donc même un enfant tenu par la main, ça c'est chat. Même un enfant tenu par la main peut s'échapper. Je suis maman, je suis la première pour vous en parler, c'est clair net. On a beau les habituer à tenir la main, à leur dire à ne pas s'enfuir dans la rue, que c'est dangereux, que les voitures sont à moitié folles. Vous ne pouvez pas maîtriser ce genre de comportement. Plus ils grandissent, plus ça va être facile. En attendant, moi-même les miens, qui sont, il faut être honnête, un petit peu trop encadrés sécurité routière, malgré tout, ils voient un chat de l'autre côté de la rue, je ne suis pas convaincue qu'ils n'iraient pas courir après. Donc à méditer, déjà. Plus vous étudierez le comportement des gens, plus vous essayerez de vous mettre à leur place aussi, plus ce sera facile. Dans le rétroviseur, vous voyez monsieur qui se fait engueuler par madame. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être réduire l'allure, peut-être mettre votre clignotant plus tôt que prévu, vous dire qu'il ne va pas être particulièrement concentré sur ce que vous faites puisqu'il est en train de se faire engueuler. C'est des petits détails, des petits indices. Il est au téléphone, il est au texto. Tout ça, ça doit vous faire dire je vais agir plus tôt pour pouvoir le prévenir plus tôt et de façon à me sentir en sécurité et d'ailleurs d'être en sécurité aussi. Donc analysez les comportements derrière, devant, c'est pour ça qu'on vous fait faire autant les rétroviseurs, les angles morts. Demandez-vous aussi comment vous étiez à tel ou tel âge. Est-ce que vous n'avez jamais traversé un passage piéton en dehors des clous ? J'ai passé plus d'une fois en dehors des passages des clous. C'est pas forcément l'idéal, c'est pas de donner l'exemple. Oui, ça m'arrive de traverser en dehors des clous. Maintenant, je le fais jamais quand j'ai mes gosses. Un exemple aussi qu'on oublie souvent de vous donner, c'est vous passez devant une école. Le panneau 30, il est pile devant l'école. Mais tout le quartier, en fait, est concerné par ce panneau 30 réellement. Surtout dans les petits villages, par exemple, où tous les enfants vont rentrer à pied, ou presque tous. À tous les moments, ils peuvent débouler dans le carrefour suivant. Or, à quel moment vous aurez été prudent? Au niveau du 30, au niveau de la porte de la sortie d'école. Réellement, ça peut être plus loin le danger. De plus, à l'heure du périscolaire. Alors, le périscolaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros de 17h à 19h. Pendant tout ce temps-là, il y a des parents qui vont chercher leurs enfants. Comme le matin, entre 7 et 8h30 ou 9h, en fonction des écoles, vous avez des parents qui arrivent devant les écoles. Donc, ce sont malgré tout des heures dangereuses. Parce que les parents sont pressés de récupérer leurs gosses. Ils les collent en vrac dans la voiture. Souvent, il n'y a pas de ceinture. Du coup, les enfants font du tintouin à l'arrière et le parent, c'est voilà, il est en train de râler sur ses gosses plutôt que de s'occuper de sa conduite. Donc, devant une école, c'est matin, midi et soir que c'est dangereux, dans plus ou moins tout le quartier et pas seulement devant l'école. Alors, plus vous vous éloignez de l'école, plus les enfants qui rentrent chez eux à pied seront grands. Parce que forcément, en tant que parents, on ne laisse pas rentrer nos gosses à l'âge de 6 ans tout seuls jusqu'à la maison si on ne les sépare raisonnable. Donc oui, les écoles périscolaires, au moment des sorties d'école à midi, à la reprise d'école à 13h30, parce que c'est pareil pour ceux qui déposent leurs gosses à 13h30, qui reprennent le boulot à 14h. Eh bien, c'est je te dépote mes gosses et je me dépêche de filer au boulot. Voilà. Donc ils ne sont pas forcément concentrés sur leur conduite. Il faut être tolérant avec ça parce que vous aussi, vous ne serez pas toujours concentré. Maintenant, plus vous imaginez la vie des gens, plus c'est facile de savoir agir. Voilà, ça serait le grand conseil que je vous donnerais, c'est imaginer ce que se passe dans la tête des gens. Le gars devant vous, il n'est pas concentré. Est-ce qu'il conduit toujours aussi mal? Vous en savez rien après tout. Peut-être que ce matin, il s'est fait engueuler par son patron. Peut-être qu'il a un de ses gosses qui est malade, il s'inquiète. Je ne sais pas, il peut se passer plein de choses dans la vie des gens qui ne sont pas concentrés en voiture. C'est vrai que ça serait l'idéal si on pouvait tous être concentrés. Mais on est des êtres humains, on a des sentiments, des émotions, quelquefois difficiles à gérer. Donc oui, les gens qui sont autour de vous ne sont pas forcément respectueux du code de la route, voilà, ou des situations de conduite. Ils ont souvent oublié que vous aussi, vous avez été jeune conducteur. Du coup, pour certains, c'est « Oh, j'ai encore une autre gueule ». Voilà, ils rouspètent. Et dès qu'ils peuvent, ou dès qu'ils peuvent pas, même d'ailleurs, quelquefois, ils vous doublent pour un oui ou pour un non. Ils ne voient pas nos auto-écoles, au secours. Voilà, il faut que je me tire de là, il va encore rouler pas vite, etc. Oui, mais cette personne va peut-être prendre des risques en voulant vous doubler. Du coup, à vous d'imaginer le pire. Et demandez-vous ce qu'il faut faire au prochain carrefour. Pour revenir aux piétons, pensez aussi que tant qu'il n'a pas posé clairement ses deux pieds sur l'autre bout du trottoir, il est en danger. Alors,
La première chose, c'est qu'il peut trébucher. Ça arrive à tout le monde. La deuxième chose, c'est que s'il a quelque chose dans sa main, la première réaction qu'il va avoir, c'est de le ramasser, pas forcément de regarder ce qui se passe autour de lui. Donc si au dernier moment, si vous lui taillez un short au lieu de le laisser tranquillement monter sur son trottoir, vous risquez de ne pas voir le trousseau de clés qui serait tombé par terre. Pareil, pour un enfant, lui, ça sera carrément pire. Si son doudou ou sa teutote tombe par terre, vous pouvez être sûr qu'il fait carrément demi-tour pour aller le chercher. Donc, un piéton qui n'a pas fini de traverser, c'est un piéton dangereux pour vous. De plus, tant qu'il n'a pas fini de traverser, donc par exemple, il passait devant vous. Qu'est-ce qui vous dit qu'en face, on va réellement le laisser passer? Qu'est-ce qui vous dit que derrière vous, ils vont avoir la patience ou qu'ils n'ont pas vu tout simplement le piéton qui était en train de traverser? Donc, à vous de surveiller les alentours pour également protéger le piéton. C'est-à-dire que faire signe à un enfant, par exemple, de traverser, c'est super sympa. Il faut que vous vérifiez pour l'enfant ce qui se passe en face. Un enfant, vous lui faites signe de traverser. Chouette, on me laisse traverser. Coucou, merci. Il passe, il ne regarde pas de l'autre côté. Faites l'essai, vous verrez, la moitié des gosses ne regarderont pas du deuxième côté de la route. Donc imaginez bien que quelqu'un qui vous doublerait, c'est pareil, l'enfant n'y fera même pas attention. D'ailleurs, un piéton n'y fera pas attention en règle générale. Certains vont être plus vigilants que d'autres parce qu'ils sont dans des quartiers un peu plus dangereux que d'autres en tant que piéton. Mais peu importe, il arrive qu'on ne soit pas concentré et on oublie de regarder ce qui se passe. Donc vous laissez passer un piéton. Pensez à sa sécurité en plus de la vôtre. Si je ressens un danger pour le piéton que je laisse traverser, par exemple, en face, il roule trop vite. Dans ce cas-là, on tente d'abord un appel de phare selon la vitesse à laquelle il roule, plus éventuellement un coup de klaxon. Si le danger vient de derrière, je sens que la personne derrière moi va me doubler ou est déjà en train de me doubler. Dans ce cas-là, je klaxonne. C'est un cas d'urgence. Vous en avez parfaitement le droit. La voiture, avec un peu de chance, freinera et s'arrêtera. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez être quasiment sûr que le piéton, lui, va se stopper net, par peur à cause du coup de klaxon. Et du coup, vous lui aurez sauvé la vie, puisque au moins le piéton sera juste devant vous. Il n'aura pas commencé donc à traverser l'autre voie. Alors maintenant que je vous ai parlé d'anticipation, qu'est-ce que c'était? Comment la mettre en place pour que ça vienne, pour que enfin on vous dise anticipe. Alors, le meilleur conseil que je donnerais, ça serait de faire de la conduite commentée. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais du coup, là, je vais expliquer clairement ce que c'est. La conduite commentée, c'est lorsque vous vous mettez à parler de ce que vous voyez, de ce que vous imaginez et de ce que vous faites. En gros, c'est le boulot que le moniteur il fait pour vous les 3/4 du temps, au moins en début de séance. C'est-à-dire qu'on va vous dire, tu vas prendre à droite, rétro, clignotant, frein, seconde, relève l'embrayage, frein, embrayage par exemple pour s'arrêter à un stop. Limite si on ne vous dit pas d'ailleurs, droite, gauche, on y va, pense à tourner à gauche correctement. Vous voyez, tout ce travail-là, il y a du travail que vous avez peut-être encore besoin de dire tout haut. Et puis il y en a d'autres que vous n'aurez pas besoin de verbaliser. Alors, je suis dans une rue de centre-ville. La première chose que je fais, c'est je regarde tout ce qui se passe. Quels sont les dangers? Quels sont les non-dangers? Qu'est-ce qui je peux virer de mon champ de vision? Déjà. Autant faire du tri. La première chose à virer de votre champ de vision, c'est les enseignes. Donc tous les panneaux d'agences immobilières, de banques qui sont un nombre impressionnant en centre-ville, vous les dégagez. Ceux-là, on ne veut même pas en entendre parler, c'est pas la peine. Ensuite, vous pouvez dégager également tout ce qui est panneaux de stationnement. La signalisation de stationnement ne vous intéresse pas. C'est votre moniteur qui choisit où vous vous garez. En général, il ne va pas choisir un endroit où il n'a pas le droit. Ou même 2-3 plutôt. En examen, c'est l'inspecteur qui va choisir votre endroit de stationnement, donc vous n'aurez même pas à le savoir non plus. Et au pire des cas, quand est-ce qu'on s'intéresse au stationnement? Au moment où on en cherche un. Donc, dans un premier temps, vous ne cherchez pas vos places de stationnement, c'est nous qui le faisons pour vous. Donc, occupez-vous d'autre chose. Le marquage au sol de stationnement, qu'est-ce que vous en avez à cirer pendant que vous êtes en train de conduire? Sauf éventuellement le petit panneau payant qui peut vous aider à savoir si vous êtes à double sens ou pas. Mais sinon, oubliez le reste. Cela, on s'en fiche. Tout ce qui est donc enseigne, panneau de signalisation de stationnement, on s'en fiche. D'ailleurs, marquage au sol, on s'en fiche. Une fois que vous savez dans quelle voie vous devez être, par exemple s'il y a une voie de bus, une voie de tram, etc., après, vous pouvez presque éliminer ces choses-là de votre champ de vision. À la limite, on s'en fiche un petit peu aussi. Ensuite, vous allez vous concentrer sur vos rétros un maximum de fois pour savoir ce que fait la personne derrière vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous doubler par la droite ou par la gauche? Les angles morts, vous en occuperez quand? Un petit peu avant de tourner. Donc, c'est une question d'autonomie, ça après. Et vous avez bien entendu l'observation des piétons.
et bien sûr des priorités à droite et de la signalisation de stop, céder le passage, etc. Je suis dans une rue, je regarde déjà qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas. Un stop qui arrive ou un feu. Voilà, un feu. Le truc que vous n'aimez pas parce qu'on ne sait jamais ce qui va devenir ce feu. Vert, orange, rouge, vous ne le savez pas. Donc, de loin, je vois un feu. La première chose à me dire, c'est est-ce que je vais à tout droit, à droite, à gauche. Donc ça, là, votre accompagnateur vous le dit. Donc si c'est à droite, déjà, je commence par mes contrôles. Rétro intérieur, extérieur droit, éventuellement un angle mort un petit peu plus tôt si je le veux. Ensuite, je vérifie la couleur de mon feu. J'arrive pas très loin du feu. Qu'est-ce que je fais? Je commence à ralentir. Si on me colle en fesses, donc ça, je sais grâce à mon premier rétro, si on me colle aux fesses, j'appuie un petit peu sur ma pédale de frein, ça allume mon feu stop et comme ça, je préviens derrière. Encore un peu plus près, je revérifie mon rétro pour être sûr de ne pas me faire pousser. Je passe ma seconde, je relève mon embrayage et je continue à regarder mon rétro et la couleur de mon feu. Je pense que je vais sûrement passer parce que le feu vert n'est pas là, par exemple, depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il faut que je me rappelle quand je tourne à droite? Que je risque de buter le vélo à droite. Après avoir tourné, il peut y avoir un piéton à me déranger, pardon, pas me déranger, mais bref, qui est sur ma route. Et du coup, il va falloir que je le laisse passer puisqu'il aura vert en même temps que moi. Avant le feu, rétro, feu, rétro, angle mort. Rétro feu toujours, je tourne et pas de piéton. Enfin, en fonction des distances où est le passage piéton. Si j'ai pu mater avant, j'essaye de mater avant. Donc, l'objectif, c'est ça. Toujours savoir ce qui va peut-être se passer, peut-être me gêner dans mon augmentation de l'allure, dans ma diminution d'allure, pour savoir comment agir. L'anticipation, c'est ça. Donc, plus vous allez parler, plus ce sera facile. En me disant, il y a un feu rouge, rétro, frein, je sais pas trop ce qu'il va faire, je continue à freiner. Oh, vert, je passe. Voilà, mais en le disant tout haut, ça va également permettre à votre moniteur de peut-être corriger une façon de penser qui ne serait pas la bonne. Parce qu'on n'est pas dans votre tête. Et le fait de ne pas être dans votre tête, c'est comme au code. Quelquefois, vous avez la bonne réponse, mais pas pour la bonne raison. Et bien en voiture, c'est pareil. Quelquefois, vous pensez qu'il faut faire ça, mais pas pour la bonne raison. Tant mieux, c'était la bonne réponse, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que quand la situation se reproduit, vous êtes capable de répondre correctement parce que vous avez compris le truc et non pas par coup de chance. Voilà. Donc, un élève qui me dit qu'il va tourner à gauche et se placer à gauche parce qu'il est à sens unique, je vais pouvoir intervenir tout de suite en lui disant pourquoi est-ce que ici tu es à sens unique? Pourquoi est-ce que tu ne l'es pas? Donc, soit j'obtiens la bonne réponse, tant mieux, soit je ne l'obtiens pas. Auquel cas, il y a peut-être un travail sur les sens uniques à refaire. La conduite commentée me sert énormément sur les ronds-points. Sur une entrée de rond-point, les élèves, j'essaye de les habituer, parce que c'est pas toujours évident, mais à leur dire je passe pas, ou go, stop, des mots rapides, courts, de façon à ce que je sache d'avance s'ils ont l'intention d'y aller ou pas. Ce qui, moi, va me permettre, en fonction de la situation, d'expliquer le pourquoi fallait passer ou pourquoi ne fallait pas passer. Et c'est aussi ça que vous êtes censé utiliser en conduite accompagnée avec vos parents. Quand vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur quelque chose, le fait de parler, le fait de le dire avant, déjà, ça rassure votre parent. Mais en plus, ça va pouvoir lui permettre de se dire « Oh là, il va faire ça, non, on ne fait pas ça là ». Et il va pouvoir vous expliquer pourquoi on ne fait pas ça là. Comme nous, en voiture, on est censé le faire. Quelquefois, on le sent, on sait tout de suite pourquoi vous faites cette erreur-là, parce que de toute façon, tous les élèves la font et que c'est juste un petit recadrage ou une habitude à prendre ou une situation qui est un peu plus compliquée que les autres. Et quelquefois, ça nous permet juste de nous dire « Ok, là, il n'a pas compris le code, il faut qu'on refasse le cours de code complet parce que il faut qu'il comprenne cette situation. » Un élève qui me dit là-bas, c'est pas une priorité à droite parce qu'il y a ci ou parce qu'il y a ça, je vais pouvoir corriger tout de suite le tir. C'est hyper important de faire de la conduite commentée. Alors, on l'utilise pas forcément beaucoup et pour beaucoup d'entre nous, on trouve ça puis pas rigolo et puis on a du mal à vous la faire mettre en place parce qu'en plus, celle qu'on nous a demandé à nous en examen, elle était carrément balèze et puis on n'en a pas trop compris l'intérêt pour beaucoup d'entre nous, pas pour tous, mais pour beaucoup. Pendant longtemps, j'ai pas fait de conduite commentée, je trouvais ça complètement ridicule. Les élèves, j'arrivais pas à les faire parler, j'arrivais pas à leur faire dire ce dont j'avais besoin, alors qu'en fait, faut qu'ils aient pas peur, faut pas avoir peur du ridicule. C'est quelque chose qui est hyper important à savoir faire. Même si c'est que 3 mots, on ne vous demande pas de savoir faire des phrases hyper élaborées avec un super beau vocabulaire en me parlant de sens giratoire à la place de rond-point, ou de me dire à la prochaine intersection, il y a un céder le passage. Non, là-bas, il y a un céder le passage. Là-bas, il faudra que je cède la priorité, j'en sais rien. Utilisez le langage que vous voulez, à la limite, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a comme contenu dedans, que nous, on sache si vous avez compris ce qui se passait devant vous.
pour qu'on sache quelles actions vous allez mettre en place. Donc souvent quand je commence la conduite commentée, je la fais dès la première ou la deuxième heure, dès que je sens que l'élève est à peu près à l'aise au moins au volant. Et du coup je lui dis, bah là tu vas me dire tout ce que tu vois. Et au fur et à mesure des choses qu'il me dit, je fais le tri dedans. Je fais donc un élève qui va forcément, parce que vous commencez tous comme ça, par me citer le panneau de stationnement, je lui fais hey, mon fiche, il ne m'empêche pas de conduire ce panneau de stationnement. Ensuite, je lui fais éliminer le passage piéton qui est juste devant lui, en lui disant bah, là, si tu me préviens maintenant pour le passage piéton, ton piéton, il est déjà mort. Donc, il faut m'en parler plus tôt. Et au fur et à mesure, je lui fais augmenter la distance de son regard. Je lui fais augmenter les distances latérales aussi. Et il arrive un moment où, une fois qu'il regarde à peu près correctement, je lui fais aussi détailler ses actions. Donc, ok, tu as vu un piéton là-bas. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce piéton? Qu'est-ce qu'on en fait? On regarde le rétro. Éventuellement on freine. Est-ce que ce piéton-là va réellement m'intéresser ou pas? Est-ce qu'il marche en ligne droite? Est-ce qu'il regarde de travers? Est-ce qu'il regarde de temps en temps derrière lui pour savoir s'il peut traverser? Est-ce qu'il ne fait pas coucou à quelqu'un dans la rue? Le comportement des gens est souvent identifiable. Un piéton ne va pas marcher droit lorsqu'il va vouloir prendre le prochain passage piéton. Il va toujours se diriger légèrement, en légère diagonale, vers le passage piéton. Donc ça, si vous repérez ce type de comportement, ça va être plus facile de mettre des actions en place. Donc, 1, on élimine tout ce qu'on n'a pas besoin. 2, on essaye de regarder assez loin et de voir ce qui nous intéresse. Même si on doit revenir plus près de soi après. Je sais pas, il y avait un passage piéton au bout, il y avait un piéton qui pourrait peut-être m'intéresser, mais entre-temps, j'ai un camion qui est presque à l'arrêt. Et ben, c'est le camion qui m'intéresse d'abord. Je reverrai après pour mon piéton. Plus vous allez parler, plus nous, on pourra aussi corriger votre façon de penser. Donc, c'est pas forcément évident parce que, en plus, on vous coupe du coup pas mal la parole, puisqu'à chaque fois qu'il y a une erreur, on intervient ou on vous pousse plus loin dans votre réflexion. Et c'est ça qui va vous faire progresser. Donc, la conduite commentée, je sais qu'il y a pas mal de monos qui n'aiment pas ça, puisque je vous dis, moi aussi, j'ai pas toujours aimé ça. Mais ça n'empêche que si vous la faites, votre mono va s'en servir. Malgré tout, il va même pas s'en rendre compte que ça lui sera utile, en fait. Alors, pour les pipelettes, soyons d'accord, ça sera un exercice qui sera plus facile que pour d'autres. Quelqu'un qui n'est pas très volubile aura forcément du mal avec ce genre d'exercice. Mais je le répète, il suffit de mots, piéton à droite, piéton à gauche, piéton en jean, piéton en jupe, peu importe, la gonzesse, le mec, enfin le mot que vous voulez, en fait, on s'en fiche. Le truc que vous voyez rapidement visuellement, la dame en rouge, la dame à chapeau, peu importe, voilà, le truc rapide. Alors pour ceux qui auraient peur qu'en examen, on ne vous autorise pas à conduite commentée, c'est faux. J'ai jamais vu un inspecteur gueuler un élève parce qu'il faisait de la conduite commentée. Ce qu'on redoute lorsque vous faites de la conduite commentée en examen, c'est que vous disiez une bêtise. Au niveau, par exemple, du code de la route, vous vous trompez sur l'usage d'un panneau qui voudrait dire complètement l'inverse. Ou que vous soyez en train de dire bon, bah, je suis limité à 50, bah, je vais pouvoir accélérer, alors qu'en fait, vous êtes toujours en zone 30. Ça serait le seul inconvénient de la conduite commentée. Ça serait de dire une boulette de genre là. De toute façon, l'examen, c'est rare que vous l'utilisiez parce que vous êtes un peu stressé. Et si vous l'utilisez, de toute façon, vous avez déjà développé les compétences pour pouvoir parler en examen. Donc ça ne pose pas de problème, vous en avez le droit. C'est une compétence qu'on est même censé vous apprendre dès que c'est possible. Ça fait partie du programme. Donc n'hésitez pas. Surtout si vous trouvez que votre moniteur n'est pas très explicatif ou si ses explications sont toujours un peu ternes du genre anticipe, pense-y avant, etc. Ben, le fait d'avoir parlé avant, déjà, ça vous oblige à agir, à voir plus tôt, parce que si vous voyez la chose au dernier moment, et vous le direz au dernier moment et vous aurez agi bien trop tard. Du coup, plus tôt vous aurez parlé, enfin, plus tôt vous aurez vu, plus tôt vous aurez parlé, plus tôt vous aurez agi. Et puis si vous n'avez pas le temps de dire toute la phrase, on s'en fiche, hein. C'est pas ce qu'il y a d'important. Ce qui est d'important, ça va être de pouvoir diriger votre regard correctement et que nous, on enlève des erreurs de compréhension, d'organisation. Si vous nous dites, je passe ma seconde, mais je reste appuyé sur l'embrayage parce qu'il y a un stop, non, non, non. Nous, on va attendre que vous releviez l'embrayage et que vous le repreniez ensuite pour vous arrêter. Donc ça va permettre à votre moniteur de voir qu'à ce niveau-là, il y a peut-être un problème de compréhension et donc peut-être de reprendre juste ce point-là pour le corriger. Quelquefois, c'est un truc tout bête qui fait que nous, on n'a pas compris que vous n'avez pas compris, ou bien c'est un truc tout bête
qui vous a empêché la compréhension parce que vous avez imaginé qu'il fallait faire comme ça, vous n'avez pas forcément entendu toute la consigne, vous ne l'avez pas forcément comprise en entière, et du coup on va pouvoir réexpliquer un peu plus en profondeur et ce problème-là sera réglé immédiatement puisque vous aurez compris ce qui ne va pas. Alors, la conduite commentée, je m'en sers également pour les gens qui ont peur, parce que comme ça leur permet de m'exprimer leur peur au fur et à mesure, et moi ça me permet de les rassurer aussitôt. Particulièrement avec les personnes d'un certain âge qui n'ont pas de difficulté à parler, qui n'ont pas honte, qui n'ont pas ces problèmes d'ego qu'on a quand on est plus jeune et qui sont là pour apprendre vraiment parce qu'elles en ont besoin, parce qu'elles en ont envie, parce que, enfin pour un milliard de raisons. Et qui ne sont pas forcément pressées parce que la vieillesse, elles ont acquis la sagesse et la patience, enfin voilà. Du coup, avec ces personnages, j'utilise beaucoup la conduite commentée. Comme ça, dès qu'il y a une peur, je vais pouvoir intervenir. J'en avais une qui avait peur des longues lignes droites, qui avait peur de toutes les côtes et de toutes les descentes. Quand vous vous retrouvez à 30 km/h parce que c'est une ligne droite, bah déjà vous avez peur de ce qui vous entoure. Mais en plus, il va falloir essayer de se débarrasser de ça, parce que les lignes droites, il y en a un peu partout. Donc, au fur et à mesure, j'ai augmenté les lignes droites, et je me fiais à ce qu'elle me disait. Elle me disait, non, là, ça va pas, je vois déjà trop loin, ça va pas, ou bien, là, autour de moi, j'arrive plus à regarder dans les rétros, ou... Elle me donnait plein d'indices, plein d'informations sur ce qu'il fallait que je fasse, enfin, sur comment elle se sentait, et ça me donnait des indications sur ce que moi, il fallait que je fasse. Donc, c'était quand même beaucoup plus simple. Au fur et à mesure, par exemple, j'ai pris l'habitude de lui cacher son compteur. Je lui mettais un post-it sur le compteur. Comme ça, elle se focalisait pas sur son compteur à se demander à combien elle roulait. Si bien qu'au fur et à mesure, on est arrivé à 40, 45, 50. Et ça n'a pas pris qu'une seule séance, ça en a pris plusieurs. Et on a pu enfin dépasser les 70. Et le jour où on est arrivé à 80, c'était carrément un exploit. Alors, c'est une dame qui n'avait pas besoin de repasser le permis, puisqu'elle l'avait déjà. C'est juste qu'elle n'avait pas conduit depuis des années. Mais en attendant, cette peur était partie. Elle pouvait conduire toute seule. Alors, elle avait une voiture en boîte automatique chez elle. Donc, quand elle avait mal à la jambe et qu'elle ne pouvait pas utiliser son embrayage, bon, c'est pas grave, c'est moi qui m'en occupais. Mais en attendant, je la laissais accélérer, je la laissais freiner. Et une fois qu'elle a vaincu la peur, au moins dans les lignes droites, parce qu'il fallait encore s'occuper des descentes et des côtes, j'ai commencé à la faire regarder dans les rétros. Mais au départ, elle ne pouvait pas regarder dans ses rétros, parce qu'à chaque fois qu'elle regardait dans ses rétros, elle se foutait encore plus la trouille. Parce qu'elle voyait le gros poids lourd qui lui coulait au derrière, parce que oui, elle roulait qu'à 40. Elle voyait les gens s'énerver au volant, ce qui l'énervait elle aussi, parce qu'elle est bien consciente que ça embête les autres, mais en même temps, elle n'avait qu'une envie, c'était de s'en sortir. Au départ, je lui ai planqué les rétros, elle ne les voyait pas, je lui ai planqué le compteur, mais tout ça, j'aurais jamais su si je ne l'avais pas fait parler de ce qu'elle voyait. Comme par exemple, il y a un truc qu'elle voyait jamais, c'était les priorités à droite. Ben, à un moment ou à un autre, il faut bien qu'on travaille dessus. Je ne peux pas lui faire toutes les priorités à droite, surtout que l'objectif, c'est qu'elle se débrouille toute seule après. Donc autant elle voyait bien les piétons, elle voyait bien les comportements des gens, mais la prio à droite, ça passait absolument pas. Du coup, je l'ai obligée et je lui ai dit maintenant, à la prochaine intersection, je veux savoir d'avance ce que c'est. Et je dis, tu as intérêt à me le dire pour toutes les suivantes. Donc je la forçais, à chaque fois. Et elle me disait, cédez le passage, stop, feu, et puis ça l'enquiquinait, mais c'est pas grave parce qu'au fur et à mesure on y a réussi. L'objectif c'est ça, c'est que vous y arriviez, c'est-à-dire qu'au départ on focalise l'attention dessus, c'est un exercice qui peut être un peu casse-bonbon, ça je le reconnais, mais ensuite on n'y pense plus, on le fait naturellement, on le dit même plus tout haut et on l'a fait la priorité à droite. Donc si à chaque intersection vous faites l'effort de vous dire, ok, pas de marquage au sol, pas de panneau, ça pue la prio à droite. Ah ouais, mais il y a un bateau de trottoir. Mais un bateau de trottoir, ça ne veut rien dire. Donc, est-ce qu'il y a un panneau de rue qui me préviendrait que ça serait une priorité à droite? Est-ce que je sais que c'est qu'un parking? Voilà, si on fait l'effort à chaque intersection qu'on trouve, ça va vachement plus vite. Si à chaque intersection, je cherche, ok, il y a un panneau stop, je suis tranquille. Ah, là, je vois pas le panneau stop. Il était un peu plus loin, mais en attendant, je vais déjà ralentir parce qu'il y a peut-être un panneau stop caché un peu plus tôt dans la rue que moi je ne le vois pas. Tout ce qui est anticipation va généralement pouvoir se résoudre avec de la conduite commentée. Sur ce, je crois que j'avais trop bien anticipé le coup du chat en fait. Du coup, je pense vous avoir quasiment tout dit sur l'anticipation, je ne pense pas en avoir oublié beaucoup. J'espère que pour vous c'est beaucoup plus clair ce qu'on attend de vous. Anticiper, c'est donc imaginer une catastrophe ou un truc bien et de se dire je vais agir de telle façon pour pouvoir l'éviter ou le provoquer. En gros, c'est ça. Ce qui va vous aider le plus à pouvoir anticiper, c'est donc la conduite commentée. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, sur YouTube, c'est gratuit, mais je crois que cette rengaine vous
vous la connaissez de toute façon. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Genre, t'as rien fait. Absolument pas. C'est pas de ta faute tout ce bazar. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. La conduite commentée, ça se pratique partout. Vous pouvez la faire lorsque vous êtes passager dans un bus, lorsque vous êtes passager en voiture, lorsque vous êtes piéton, tout le temps. En fait, vous pouvez tout le temps en faire. C'est à vous de vous concentrer et d'essayer de vous dire, eh bien, moi, mes heures de conduite, c'est qu'1 heure par une, alors que je suis piéton, je ne sais pas combien d'heures par semaine, je suis passager, je ne sais pas combien d'heures par semaine, eh bien, je mets ces heures-là à mon profit. Donc, dans un bus, forcément, vous n'allez pas parler parce qu'il ne faudrait pas déranger le chauffeur. Par contre, vous pouvez faire ces angles morts à sa place. Est-ce qu'il aura bien vérifié avant de démarrer? Ce qui va vous permettre de vous mettre dans l'ambiance, lorsque vous dépassez un bus, de vous dire « Ouais, bon, finalement, il ne fait peut-être pas tout le temps ces angles morts. » Ou bien de voir le comportement aussi des gens quand ils doublent le bus, parce que les gens ne sont pas forcément très respectueux des clignotants qui sont mis. Lorsque vous êtes passager voiture avec votre mari, votre femme, votre père, votre mère, enfin peu importe, dès que vous êtes passager, d'autant plus quand les gens savent que vous allez passer votre permis, ils sont toujours d'accord pour vous aider. Il faut en profiter. On échange son expérience. Faites-le. Parlez ou posez-leur des questions. Si vous ne pouvez pas parler, vous parlez dans votre tête en vous disant « Tiens, quand est-ce qu'il met sa seconde, lui Est-ce qu'il relève bien son embrayage avant de tourner ?» Demandez-vous quand est-ce qu'ils font des boulettes, parce que vous, ça vous permettra déjà, une fois que vous les aurez repérés, de ne pas les faire vous-même. Et ensuite, ça vous permettra de poser des questions. Par exemple, il passe dans un rond-point et vous trouvez que ça faisait juste. Posez la question du pourquoi il est passé. Alors, s'ils sont honnêtes et qu'ils ont fait une boulette, ils vont vous le dire. Ou bien ils vont vous dire « Oh, bon, c'est pas grave, de toute façon, on n'est pas toujours très concentré. » ou voilà. Mais peu importe, vous saurez si effectivement c'était une boulette ou si ce n'en était pas une, que vous aviez le temps d'y aller. Profitez de l'expérience des gens qui sont autour de vous et profitez de l'environnement, du fait d'être tout le temps passager ou tout le temps piéton pour observer ce qui se passe. N'hésitez pas à poser des questions. Les gens, ils aiment répondre parce qu'ils aiment aider. Même si quelquefois c'est un peu dur d'avouer qu'on avait tort sur tel ou tel sujet. Mais en attendant, essayez, ça vaut le coup. Et si c'est possible, faites des conduites commentées tout haut, juste avant que vos parents agissent par exemple. Donc vous voyez le rond-point de loin, vous dites « Bon, là-bas il y a un rond-point, donc tu vas faire ton rétro, tu vas freiner, tu vas mettre ta 4, tu vas relever l'embrayage, tu vas continuer de freiner, mettre ta 3. » Donc tous ces exercices-là vont vous permettre, donc pour les débutants, de savoir quand est-ce qu'ils vont passer leur vitesse. Et pour ceux qui manquent uniquement d'observation des comportements ou des insertions, etc., ça va leur permettre de dire « Papa, laisse-moi te dire quand est-ce que tu passes au rond-point. » Ou « Papa, laisse-moi te dire à droite et à gauche si tu peux passer. » Bon, même si bien sûr il va vérifier, mais si vous faites cet effort-là, il va vous dire « Ben non, là ça fait trop juste. Bah oui, là je pouvais, mais j'étais pas concentrée, ou etc. » Et ça va vous permettre de vous améliorer en permanence. C'est hyper important, ça vous aidera. Donc n'hésitez pas à causer ou à ne pas causer, mais en tout cas à vous faire votre propre conduite commentée. Et en tant que piéton, ça ne change rien. Vous pouvez regarder les intersections, vous demander si ce sont des priorités à droite ou pas. Déjà, ça vous permet de les repérer. Mais en plus, regardez le comportement des autres piétons. Est-ce que celui-là, il marche un peu de travers? Est-ce qu'il se dirige vers le passage piéton? Regardez les couples qui se tiennent l'un l'autre par la main ou bras dessus, bras dessous. C'est intéressant de voir aussi leur comportement. La petite grand-mère, combien de temps elle va mettre avant de se décider de traverser au passage piéton? D'ailleurs, quelquefois, ils vont attendre 1 ou 2 mètres avant le passage piéton. Ils ne vont pas être à ras du trottoir. Tous ces comportements-là, plus vous les observez, donc plus vous faites de la conduite commentée dans votre tête ou verbalement d'ailleurs, peu importe, plus vous serez compétent et plus ce sera facile ensuite quand vous êtes en voiture. Rappelez-vous, l'heure de conduite, c'est 1 heure de conduite. Au maximum, vous en faites quoi? 2, 3 par semaine, pas plus. Alors que là, vous allez peut-être pouvoir vous permettre de faire une dizaine d'heures pour ceux qui suivent... qui sont en transport en commun toute la semaine. Alors, je ne parle pas du métro, bien entendu, mais pour ceux qui sont en bus, en tram, pour ceux qui sont avec papa, maman en voiture tous les matins parce que c'est eux qui nous emmènent au collège, ou au lycée, pardon. Pour ceux qui vont... ou qui rentrent en bus le soir ou en car. Tout ça, c'est des comportements que vous pouvez regarder, analyser et éventuellement poser des questions en fonction des personnes. N'oubliez pas, les gens ont toujours envie d'aider. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que peut-être qu'un jour, c'est vous qui donnerez un coup de main. Donc, la conduite commentée, c'est tout le temps. Voilà, salut, à bientôt.